Aujourd'hui, dans ma présentation, je vais vous présenter une partie de mon travail doctoral. Mon travail doctoral qui a porté sur les liens entre l'usage des médias sociaux, donc plus largement, et sur le bien-être social. Et effectivement, c'est une étude empirique compréhensive auprès des jeunes adultes, donc ça fait tout à fait écho à ce que Didier nous disait ce matin sur le fait qu'il est intéressant de produire des études à la fois scientifiques ancrées dans une épistémologie compréhensive. Et ça fait écho aussi à l'intervention d'Olivier juste à l'instant. Et donc aujourd'hui, ensemble, on va se focaliser sur le rôle des interactions interpersonnelles sur les réseaux sociaux numériques, c'est-à-dire pour préciser finalement les commentaires, les likes, les messages échangés en message privé ou pas, par rapport à cette notion de bien-être social et plus généralement aussi par rapport à l'expérience de bien-être, donc en lien avec les usages des réseaux sociaux numériques. Alors effectivement, en tant que jeune docteur, ma présentation est assez classique. Et donc, pour commencer avec cette introduction, quelques chiffres, vous les rappeler, mais vous les connaissez très bien. Donc, les médias sociaux, aujourd'hui, c'est plus de 5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Plus de 80% de la population française est concernée par ces usages. Et vous voyez, les réseaux sociaux numériques, eh bien, c'est 90% des internautes français de plus de 12 ans, avec des utilisations quotidiennes, on vient d'en parler, assez importantes. Donc, finalement, ce qu'on constate avec ces chiffres, c'est que les réseaux sociaux numériques sont inscrits maintenant durablement dans les pratiques de loisirs quotidiennes des Français et sont à juste titre devenus des préoccupations pour la santé mentale et pour le bien-être, comme nous l'avons vu en détail avec Olivier Namikieri. Et effectivement, des études ont pu montrer alors des liens, pas forcément de causalité, mais en tout cas des liens entre l'usage des réseaux sociaux et le stress, l'anxiété ou la dépression. Et puis d'autres phénomènes ont pu effectivement être mis à jour, comme problématiques liées au cyberharcèlement ou aux troubles aussi liés à l'image corporelle. Alors, l'objectif de mon travail n'est pas du tout de nier, encore une fois, ces aspects délétères, mais nous considérons que finalement cette approche ne nous permet pas d'appréhender la complexité de ces usages en partant d'un constat finalement tout simple, c'est que si les usages étaient finalement aussi univoques, enfin, de façon univoque, délétères pour la santé mentale, alors finalement leur usage et la continuité d'usage des réseaux sociaux numériques ne seraient sans doute pas aussi massifs. Donc, en ce qui concerne notre cadrage théorique, justement, nous nous sommes situés dans la théorie des usages et des gratifications de façon à adopter une visée compréhensive des choix médiatiques, comme nous l'avons vu avec Marie-Pierre Fouquet-Codé ce matin. L'idée, c'est de s'intéresser à l'individu et aux arbitrages auxquels il procède entre certains médias en vue de satisfaire certains besoins. Or, dans le contexte des réseaux sociaux numériques, évidemment, les interactions sociales sont des sources de gratification importantes. Et par ailleurs, de nombreux travaux aussi, comme on l'a vu ce matin avec Marie-Pierre Fouquet-Codé, ont pu montrer des liens avec des effets bénéfiques pour le bien-être. Alors, pour le bien-être hédonique, puisque l'usage des réseaux sociaux numériques peut effectivement être associé à des émotions positives, à la diminution des affects négatifs. Le fait, par exemple, de regarder des vidéos humoristiques ou des vidéos de chats qui susciter des émotions positives. Aussi, le fait d'utiliser Facebook pour des micro-breaks chez les étudiants ou chez les salariés peut permettre de récupérer, par exemple, de la fatigue cognitive et du stress. Et par ailleurs, il y a aussi des liens avec des effets positifs pour le bien-être psychologique, car les usages des réseaux sociaux numériques peuvent développer l'autonomie et l'estime de soi, comme le fait, par exemple, de créer des vidéos et de les publier sur TikTok. Ou bien encore, les usages peuvent être aussi porteurs de valeurs et de signification, comme le fait de s'exposer à des posts qui vont susciter finalement de l'inspiration, de l'émerveillement. Alors finalement, on voit le lien entre le bien-être et les usages des réseaux sociaux est quand même bien établi dans la littérature, mais ce qu'on constate, c'est que ces liens concernent surtout les composantes hédoniques et psychologiques, c'est-à-dire finalement le bien-être intra-individuel, individuel et intrapersonnel des usagers.
Or, comme nous l'avons justement évoqué avec Marie-Pierre ce matin, l'individu est avant tout un acteur social dont la nature humaine est intrinsèquement sociale, c'est-à-dire que le bien-être dépend de nos interactions avec les autres, évidemment. Et il nous a semblé donc très pertinent d'intégrer ces aspects interpersonnels et microsociaux de façon à combler ce manque pour les cycles qu'a évoqué Didier Courbet ce matin. Alors, dans la lignée des travaux justement de Didier Courbet et de Marie-Pierre Courbet, nous avons utilisé le modèle de Keyes, donc les 5 dimensions, je vais rappeler très brièvement. L'intégration sociale, c'est-à-dire le fait de se sentir appartenir à une communauté. L'acceptation sociale, le fait d'avoir une attitude positive à l'égard des autres, d'être ouvert à ces idées. La contribution sociale, le fait de considérer que ces activités sont utiles et appréciées par les autres. La cohérence sociale, donc le fait de penser que ce qui se passe autour de soi a un sens et d'être en accord. Et la croissance sociale, donc finalement la croyance dans le progrès collectif. Et effectivement, eh bien, les usages des réseaux sociaux numériques peuvent effectivement eh bien, favoriser ces différentes dimensions. Alors, à travers l'intégration sociale, parce qu'ils peuvent favoriser le capital social, le soutien social, ou des relations sociales positives. Bien encore, ils peuvent renforcer l'identité sociale. Et donc, du reste, on complétera en fait l'intégration sociale de ces éléments. Ensuite, avec l'acceptation sociale, parce que eh bien, les interactions narratives, coopératives ou intergroupes qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux numériques eh bien, va favoriser le fait de développer l'empathie et donc d'accepter potentiellement la différence et de diminuer les stéréotypes sociaux. Les comportements prosociaux en ligne favorisent la contribution sociale, donc le fait de partager de l'information, de participer à des groupes à visée prosociale, ou même le développement de l'engagement citoyen. Donc, tout ça permet de développer le sentiment de contribution sociale. Et on l'a vu très en détail, donc je ne vais pas y revenir là maintenant, mais on l'a vu très en détail avec l'intervention de Marie-Pierre Courbet. Donc, l'usage des réseaux sociaux numériques peut aussi être associé à le sentiment de cohérence sociale et de croissance sociale. Et donc, finalement, si on récapitule, le succès des réseaux sociaux numériques s'explique notamment par les interfaces qu'ils proposent pour communiquer, pour interagir entre les utilisateurs et qui répondent à des besoins sociaux essentiels. Nous avons vu par ailleurs que le bien-être social est une conséquence possible de ces usages et donc notre recherche a cherché justement à comprendre le bien-être social comme conséquence des interactions interpersonnelles à travers 3 questions principales. Donc d'abord, les dimensions qui étaient favorisées par les interactions interpersonnelles. Ensuite, on s'est intéressé justement aux mécanismes communicationnels, donc comment les interactions interpersonnelles sur les RSM favorisent-elles ou entravent-elles le bien-être social. Et enfin, comme nous considérons que le bien-être social est une des composantes du bien-être aux côtés des composantes hédoniques et psychologiques, quel est le lien finalement entre ces 3 composantes à travers les interactions interpersonnelles. Donc, vous le comprenez, notre posture épistémologique est compréhensible et donc nous avons mis en place une méthodologie qualitative pour traiter ces questions de recherche. Donc, en ce qui concerne la méthodologie, nous avons mené des entretiens semi-directifs en profondeur, donc auprès de 27 jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans. Pourquoi les entretiens semi-directifs? Parce que l'objectif pour nous, c'était d'appréhender finalement les perceptions et les représentations de ce vécu qu'est le bien-être social. Nous avons veillé à interroger des profils variés, notamment en particulier en lien avec le type de pratique, par rapport aux plateformes utilisées et par rapport aux habitudes de fréquentation des RSM. Alors, l'émergence de tous les thèmes pertinents a été permis par le nombre d'entretiens semi-directifs qui a été mené, donc 27, et vous voyez, le point de saturation a été atteint au 17e entretien. Et nous avons mené, donc, pour l'analyse, une analyse thématique de contenu, et donc nous allons maintenant vous en présenter les résultats. Alors, le premier point, c'est que les interactions interpersonnelles sont vecteurs de capital social et de soutien social. Pourquoi? Eh bien, principalement parce qu'ils permettent de développer les liens, de garder le contact et que les RSM sont aussi vécus comme des espaces de soutien social. Alors, ils permettent de développer les liens parce que si les rencontres sont souvent plutôt dans la vie hors ligne, eh bien, le fait de ensuite échanger sur les réseaux sociaux numériques permet bien sûr d'apprendre à mieux se connaître et de développer la proximité sociale. Ensuite, on peut garder le contact avec ses proches.
Et enfin, donc, les RSN constituent des espaces de soutien social dans lesquels on peut partager des émotions, de l'information à travers des groupes, des communautés. Et ils constituent pour nos répondants, comme vous voyez avec Laure, un pilier pour le bien-être social, car pour elles, s'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, on ne pourrait pas se sentir soutenu. De plus, la communication interpersonnelle est un facteur de proximité et de chaleur pour les répondants, à travers principalement l'humour, les confidences et la bienveillance qui structurent la qualité de leur lien. Ils partagent des émotions fortes, par exemple à travers les posts drôles qu'ils s'échangent dans des groupes, ce qui développe leur cohésion relationnelle. Mais sur les réseaux sociaux numériques, vous le savez, les échanges sont asynchrones et la réciprocité joue alors une preuve de lien social. Avec les proches, elle est fondamentale pour soutenir le bien-être. Et par contre, son absence peut fragiliser justement les liens. Et en même temps, du coup, elle oblige aussi, elle crée une pression qui oblige donc à répondre à l'utilisateur. Et troisième en fait, élément, donc les interactions interpersonnelles sont des espaces de construction et d'affirmation identitaire sur les réseaux sociaux numériques parce qu'elles permettent de dire qui l'on est en se reliant à des groupes ou à des collectifs, notamment à travers les centres d'intérêt qu'on va partager comme des groupes de lecture, ou bien les groupes de la vie en ligne, des groupes d'amis, mais aussi des groupes du quartier, et enfin à travers les causes sociales, des groupes auxquels on va appartenir qui défendent ces causes sociales. Et cette identité, ce travail identitaire se fait à travers la gestion de l'image de soi. C'est ce que nous dit Malika. On s'y construit une vitrine sociale de son envie de montrer de soi parce que c'est joli, marrant, valorisant. Finalement, cette identité, elle est donc liée à un contexte communicationnel qui présente beaucoup d'éléments de présentation de soi. Et donc, du coup, elle s'impose comme étant réflexive et contrôlée pour l'usager, dépendante de son regard d'autrui, ce qui crée aussi une pression sociale à nouveau et une charge mentale. Donc, à travers les réseaux sociaux numériques, on va développer un sentiment d'appartenance, mais qui est relié à la logique de présentation de soi, de reconnaissance sociale qui est exigeante en termes de travail émotionnel. En ce qui concerne la deuxième dimension, donc l'acceptation sociale, c'est une composante fondamentale du bien-être social sur les RSN pour nos répondants, qui repose sur l'authenticité et les comportements prosociaux, comme Clara. On peut dire ce qu'on pense sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même être bienveillant et ne pas dire de mal. Mais ce sentiment, il est aussi entravé en même temps, à la fois par les commentaires antisociaux, c'est-à-dire les commentaires négatifs dont les répondants sont témoins, qui vont affecter leur bien-être. Ensuite, la méfiance vis-à-vis de la préservation de sa vie privée, qui crée du stress défavorable au bien-être. Et enfin, en lien avec la norme de positivité qui est prégnante sur les réseaux sociaux numériques. La tristesse n'a pas sa place et donc il faut s'exprimer selon ces codes attendus. Et donc ça, à nouveau, ça crée une pression sociale pour les répondants parce qu'ils ont une crainte pour le rejet social, donc justement pour le manque d'acceptation sociale. Donc finalement, la contribution de la dimension d'acceptation sociale est fondamentalement ambivalente. En ce qui concerne la dimension de contribution sociale, elle est très fréquemment perçue par nos répondants. C'est la deuxième dimension la plus perçue par les répondants sur les réseaux sociaux numériques, en lien avec les comportements justement prosociaux, donc comme le partage d'informations et la sensibilisation à des causes. On a par exemple Estelle qui nous dit qu'elle partage pour que tout le monde en prenne conscience. Et le sentiment de contribution, il peut aussi venir du fait de partager ses passions ou de soutenir ses proches. Mais ce sentiment, il est aussi ambivalent parce que plusieurs répondants en fait, vont relativiser la portée de leurs actions, comme Kelly, qui dit que ça n'a aucun impact. Et ce sentiment d'impuissance, il est dû à la masse d'informations et aussi à la superficialité perçue des échanges par les répondants. Donc ça atténue le sentiment finalement de contribuer réellement au collectif. Alors en ce qui concerne les deux dernières dimensions de cohérence et de croissance sociale, donc ce sont les dimensions les moins exprimées, mais qui révèlent bien aussi les ambiguïtés du bien-être social en ligne. À la fois, les répondants ont le sentiment d'un développement social collectif,
par rapport à la capacité justement des RSN à donner accès à l'information ou à encourager le développement des mentalités. Ils ont aussi un sentiment de cohérence sociale par rapport à l'appartenance à certains groupes, communautés, par lesquels ils peuvent vivre justement une forme de conscience collective numérique, à l'instar d'une de nos enquêtées, très reconnaissante aux communautés présentes sur Facebook, d'avoir trouvé un sens et des valeurs partagées. Mais néanmoins, les représentations négatives à l'égard des RSN, comme Caroline, par exemple, qui s'inquiète pour les dégâts créés chez les plus jeunes, ou la présence des comportements antisociaux en ligne, on en a déjà parlé avant, les commentaires négatifs dont les répondants sont témoins, notamment, constituent des dynamiques défavorables majeures pour le bien-être social et pour, en particulier, donc, ces dimensions de croissance et de cohérence sociale. Comme l'illustre Florian, finalement, il a l'impression qu'on ne tombera jamais d'accord sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, ce qui concerne les liens avec les deux autres composantes du bien-être, et notamment le lien avec le bien-être hédonique, pour commencer. Donc, les interactions interpersonnelles sont des vecteurs essentiels d'émotions positives et de plaisir partagés. On l'a vu, l'intégration sociale se fonde sur le partage avec les proches et le fait de partager des émotions qui va permettre d'amplifier les émotions positives ressenties justement par un effet de capitalisation des émotions. C'est le cas d'Ethan qui se sent transporté par exemple quand il échange avec ses amis. Et puis de façon similaire, en fait, les situations négatives, elles vont affecter le bien-être hédonique chez nos répondants, comme par exemple le partage émotionnel négatif ou les commentaires négatifs, on en a parlé, essentiellement les répondants. Donc finalement, le bien-être social, il agit comme un catalyseur du bien-être hédonique. Il renforce le plaisir et la joie lorsque les interactions sont positives. Il amplifie la détresse aussi lorsque les interactions sont conflictuelles ou excluantes. En ce qui concerne maintenant les liens avec le bien-être psychologique, donc les interactions interpersonnelles jouent sur plusieurs dimensions du bien-être psychologique. Notamment, on l'a dit, le regard de l'autre joue un rôle central et qui permet d'augmenter l'estime de soi, de favoriser l'estime de soi, puisque les interactions positives, comme les félicitations, les likes ou les encouragements, vont agir comme des signaux de valorisation pour les répondants, qui vont permettre justement de développer l'acceptation de soi, qui est une des dimensions du bien-être psychologique. Mais les effets sont aussi ambivalents, puisque la reconnaissance comme les likes, si elle peut valoriser, elle peut aussi affaiblir l'estime de soi lorsque la comparaison sociale devient systématique. Par exemple, pour Clara, ça force à la comparaison, et Romain s'est auto-dénigré à cause de ça sur les RSN. Donc, on note aussi, pour finir, un paradoxe, puisque le besoin d'être intégré socialement, en fait, crée une pression sociale chez nos répondants. Comme par exemple, Hugo dit qu'on ne peut plus socialiser maintenant sans les réseaux sociaux numériques. Donc, cette injonction à rester visible en permanence entrave l'autonomie, qui est aussi une dimension du bien-être psychologique. Alors finalement, le bien-être social dépend des aspects communicationnels. Nous avons montré que le partage émotionnel, la divulgation de soi et l'authenticité développent la proximité, la cohésion relationnelle. Et ces processus agissent de manière complémentaire. Plus les répondants partagent des émotions, plus la proximité va s'installer, plus la parole va se libérer et plus l'intimité va pouvoir à nouveau se développer donc, dans un cercle vertueux. Donc la divulgation de soi et le partage émotionnel positif rapprochent affectivement, mais justement, nous avons évoqué le rôle de la norme de positivité, qui fait que les répondants ont tendance à auto-censurer leurs affects négatifs par peur du rejet social, ce qui crée une forme d'authenticité positive. Et pour terminer, l'enjeu relationnel donc, est prégnant sur les réseaux sociaux numériques. Donc, on va éviter les sujets clivants comme la politique, où on va éviter de heurter la farce de son interlocuteur. Et en réaction à l'inverse, on va flatter en réaction à une story ou à une publication, notamment grâce aux likes et aux emojis. Et donc, ces symboles compensent l'absence de non-verbal et permettent de faciliter la réciprocité qu'on a évoquée précédemment. Et ils constituent donc des actes de langage qui permettent de favoriser les dimensions d'intégration sociale et de marquer la contribution sociale. Alors, avant de conclure, je voulais apporter un rapide éclairage comparatif avec l'étude que j'ai pu mener sur les jeux vidéo multijoueurs en ligne. Bien entendu,
les contextes ne sont pas les mêmes, mais c'est ce qui est aussi intéressant justement pour faire ressortir les conclusions concernant le rôle des interactions interpersonnelles sur les réseaux sociaux numériques. Et justement, en fait, dans ces deux contextes, pour autant, on retrouve des mécanismes communicationnels communs, comme la divulgation de soi, l'authenticité ou le partage émotionnel, qui vont favoriser certaines composantes sociales du bien-être. Mais sur les jeux vidéo multijoueurs en ligne, finalement, deux dimensions du bien-être social sont mobilisées principalement et elles s'expriment de façon relativement univoque, c'est-à-dire elles sont de valence plutôt positive, à savoir l'intégration et l'acceptation sociale. Alors que sur les RSM, les 5 dimensions du bien-être social sont mobilisées, mais de façon plus ambivalente. Alors même si l'intégration et la contribution sociale sont plutôt de valence positive, la croissance et cohérence sociale de valence négative et l'acceptation sociale particulièrement ambivalente. Et donc ceci peut être relié au contexte de ciblage masse personnelle de la communication sur les réseaux sociaux numériques et aux tensions justement liées à ce contexte qui en découlent, à savoir la norme de positivité, les enjeux relationnels et les éléments de présentation de soi et de gestion d'image qui sont particulièrement prégnants. Et donc finalement, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est une ambivalence permanente dans les dimensions du bien-être social qui implique un travail émotionnel permanent, ou presque, ce qui fait référence aux travaux de Saint-Lachance, qui ont pu échanger sur ces aspects. Et donc, ça m'amène justement aux apports de ma recherche. Donc, ma recherche montre bien que le bien-être social est une conséquence effective des usages des réseaux sociaux numériques, qui constitue un apport pour le paradigme des usages et gratifications. Et le bien-être social est bien mobilisé à travers ces 5 dimensions et aussi à travers les liens avec les autres composantes du bien-être. Et les ambivalences dans les dimensions de ce bien-être social, qu'elles soient intra-dimension ou interdimensionnelles, eh bien, finalement, correspondent bien aux résultats contrastés de la littérature sur justement les effets à la fois bénéfiques et délétères sur la santé mentale. Nous avons également identifié plusieurs facteurs contextuels, donc les normes d'expression, de réciprocité, la gestion de l'image, les mécanismes communicationnels et psychosociaux, comme la comparaison sociale, la divulgation de soi et le partage émotionnel, qui peuvent favoriser ou au contraire entraver le bien-être social. Et ce qui montre bien le rôle central de la communication interpersonnelle, finalement, en écho aux travaux de l'école de Palo Alto, qui au départ s'était intéressée au lien justement entre communication et santé mentale. Et finalement, le bien-être social sur les réseaux sociaux numériques n'est pas simplement le fait de relations sociales positives, il est bien plus large et plus intégratif, puisqu'il se construit à travers ces 5 dimensions, à travers l'identité sociale, à travers le sens et le progrès collectif, et il se vit dans et par ces interactions interpersonnelles et les appartenances collectives. Donc, cela constitue bien une heuristique pertinente pour les sites du bien-être dans les usages des réseaux sociaux numériques, et ça permet d'apporter une lecture plus nuancée des expériences médiatiques contemporaines. Et il nous a semblé que notre recherche pouvait faire écho à l'ouvrage de Jocelyn Lachance, justement, puisque alors, dans l'ouvrage de Jocelyn Lachance, à notre sens, notre lecture, c'était plutôt qu'il y avait une ambivalence permanente dans les dimensions intra-individuelles, donc hédoniques et psychologiques du bien-être. Et justement, notre travail pourrait constituer un complément en montrant les ambivalences du bien-être et du travail émotionnel en lien avec le bien-être social. Donc, bien entendu, notre recherche n'est pas sans limite, c'est une approche qualitative, compréhensive, qui ne peut donc pas être généralisée, ni transférée, ni aborder les problématiques de causalité. Nous nous sommes situés dans une conception psychologique occidentale du bien-être, donc on a forcément occulté les dimensions neurobiologiques, culturelles et temporelles, et on s'est centré sur l'acteur social, donc on a aussi, de par cette focale, finalement, négligé le rôle des structures sociales et économiques, donc notamment l'influence des plateformes et de leur logique algorithmique. Et également, on s'est focalisé sur les usages et non pas sur les effets. Et en conclusion, notre travail permet d'ouvrir des perspectives de recherche nombreuses
Donc, il faut écho aussi à la présentation de Didier Courbet ce matin sur les différents champs ouverts pour les SIC, à la fois sur les perspectives empiriques, puisqu'on pourra essayer de mieux comprendre encore cette notion de bien-être social, ce vécu de bien-être social à travers justement l'influence de caractéristiques psychosociales ou sociodémographiques, comme potentiellement l'influence du genre. On pourra s'intéresser aussi justement à l'effet des dispositifs. On pourra aussi avoir des perspectives plus critiques et s'intéresser au rapport de domination, aux inégalités qui peuvent avoir lieu sur ces plateformes, et notamment comment justement le bien-être social peut être instrumentalisé par ces plateformes en lien avec les enjeux économiques et politiques de l'économie de l'attention néolibérale. Et enfin, on pourra aussi, bien entendu, se situer dans des perspectives plus pratiques pour contribuer à faire des citoyens éclairés, notamment dans le cadre de l'UMS. Merci, Aurélie.